je prends quelques secondes, c'est les flash news rapidement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a sorti un podcast. Alors, on a deux bébés podcasts pour l'instant. Ça s'appelle Rezaïd. Alors, j'ai plus la liste. On est sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et c'est remis sur YouTube. Donc, voilà, on traite des questions. Asia, Alexis et moi-même, à la vie, on pense avoir des invités, un peu comme aujourd'hui en interview. Mais voilà, c'est à suivre. Si vous avez des questions, des idées par rapport à ce podcast, elles sont les bienvenues. Les flash infos tout fraîches, Atia qui est passée à la radio lundi soir alors sur un média que je ne connais pas du tout, ça s'appelle Expérience Radio. Il n'y a pas encore le lien à ma connaissance, on vous le partagera sur LinkedIn. Elle partage son parcours, voilà, bien avant le doctorat, pendant le doctorat, après, postdoc, pas postdoc, etc. Donc, moi-même, j'ai appris plein de choses sur elle alors que ça fait un moment que je la connais. Et sinon, pour mon actu à moi, c'est dans 2 semaines, du coup, le 20 octobre, je serai à Marseille au Forum Biotechno Sud en début d'après-midi pour animer un atelier autour de l'après-thèse. Je ne vous cacherai pas qu'il n'est pas prêt du tout, mais j'ai déjà hâte d'y être. Je ferme la parenthèse. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas. Et alors, on a S, je ne connais pas ton prénom. Bonjour pharmacienne en troisième année de thèse, donc pour fin 2023. Bonjour et bienvenue. Et Guillaume, je t'accueille enfin. Guillaume, bonjour. Bonjour Delphine, bonjour Ok. tout le monde. Pardon? Je disais juste bonjour tout le monde. Eh ben, c'est parfait. Alors, Guillaume, un grand merci de nous accorder de ton temps. Ou je sais qu'il est particulièrement précieux en ce moment. On aura l'occasion d'y revenir. Merci de nous accorder ton temps, ton parcours, tes conseils, enfin tout ce que tu auras envie de nous raconter aujourd'hui. Pour commencer, on avait discuté il y a super longtemps en fait de ce projet d'interview. C'était il y a peut-être bientôt un an. On C'est avait possible, oui, discuté. ça date un peu. Ouais, on avait discuté au téléphone, tu m'avais présenté ton parcours et ta motivation. Bon, après, voilà, on a un peu perdu le fil, mais on l'a rattrapé. Et du coup, voilà, merci beaucoup à toi. Est-ce que tu peux nous dire, tu es où en ce moment? Quel est ton métier? Et puis après, on va faire un petit flashback. Alors, où en ce moment, le lieu est tenu secret par un drap vert pour éviter de voir à quel point mon bureau est en... voilà. Donc, je suis dans la région de Tours. Ok. Ouais, la question suivante, c'était quoi? Où est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais? Tu es où? Alors, ton métier actuel, on l'a annoncé, mais si tu veux Oui. le reformuler autrement, c'est le moment. Disons que c'est la moins pire des formulations que j'ai trouvées pour l'instant. Je m'appelle consultant en life science pour spécialiste en innovation biopharmaceutique. Ouais, Et ça claque, mais c'est long et on ne sait pas ce que c'est finalement. voilà, ça recouvre un volet, enfin en fait c'est enseignant-chercheur mais freelance. J'ai un volet formation et Enseignant-chercheur un volet chercheur. freelance. Ok, excellent. Très bien. Et alors, de mémoire, tu es docteur en immunologie. Tu peux me préciser en quelle année? Comme ça, on se situe un peu. Alors, je suis docteur d'abord, donc le premier c'était en pharmacie, donc c'est un diplôme d'études supérieures en innovation pharmaceutique et recherche, qui est une filière de l'internat en pharmacie. Je Excellent. précise parce que c'était un truc qui n'était pas obligé chez nous, enfin en tout cas en pharmacie, l'internat n'était pas une case obligatoire. En revanche, j'ai un prof qui était bien intentionné et bien renseigné qui m'a dit que c'était la voie royale pour aborder la recherche Mhm. parce que l'internat fournissait 4 ans financés, enfin donc payés et bien payés pour faire master thèse. C'est pas Voilà, donc rien. ça et puis choisir son sujet puisque du coup, comme tu es financé, tu peux faire un peu ce que tu veux ou les choses qui se présentent et qui t'intéressent le plus. Ça, c'est super. Et du coup, alors, il me vient une première question. Quand on s'engage dans les études de pharmacie, comment, pourquoi, à quel moment on pense à faire de la recherche? Est-ce que c'est un truc assez classique et fréquent chez les personnes qui font des études de pharmacie ou c'est un peu original? Alors, classique et fréquent, je sais pas parce que j'ai pas trop les chiffres de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie. Ouais, bon après par rapport à Euh, ton entourage, ton parcours mais perso, les gens que ouais, tu as pu on n'était rencontrer. pas beaucoup. Je reconnais, on était deux, trois dans la promo, sur des promos d'une centaine de personnes. Ah oui, Par ok. contre, la motivation initiale, c'est simple, hein, c'est des profs qui sont bons. C'est vrai que j'avais un prof de bioche qui était passionnant et qui on s'entendait super bien, qui a un jour placardé contre l'avis du doyen la proposition d'un cours au Muséum national d'histoire naturelle de Paris
sur les venins, tout ce qui était animaux venimeux et vénéneux, qui m'attirait pas Ok. mal à l'époque. Et en fait, je suis allé suivre le module. Encore une fois, j'ai été demandé au doyen qui m'a expliqué qu'il n'était pas d'accord avec le prof et qu'en plus, il voulait pas que je rate des cours qui étaient très bien, les cours de Tours, pour aller chercher des cours supplémentaires qui étaient totalement inutiles ailleurs. Et Sans donc, commentaire. voilà, je suis allé suivre ces cours au MNHN. Il y a Tiffaine qui veut entrer dans la salle. Oui, oui, je vais accepter Tiffaine de Ouais. ce pas. Elle arrive. Et donc, finalement, ça a été la rencontre avec ce monde de la recherche au travers de ce cycle de conférences qui était sur quelques jours au MNHN, donc qui m'a motivé à faire ça. D'accord. Et du coup, ces conférences, ça t'a inspiré et donné envie d'aller voir plus loin. Bah oui, il y avait cet aspect, il y avait toute la transposition recherche, donc c'était de la recherche appliquée, enfin il y avait des notions de thérapeutique antalgique, notamment avec certains venins de cônes marins, ou enfin plein de choses qui étaient de la transition directe vers la médecine humaine. Et donc Ok. finalement, c'était cet aspect pharmaceutique dans le sens poison du terme, qui m'a intéressé en tant que pharmacien et qui m'a donné envie de faire une thèse après. D'accord, excellent. À titre personnel, ça me rappelle, oh, je vais être un peu nulle parce que c'est des souvenirs très lointains, j'ai plus la Mhm. moitié du vocabulaire, mais il y avait une enzyme, je sais plus si c'était une ligase ou autre chose, la fille qui a tout oublié en biologie, qui venait d'un venin, alors d'un serpent particulier, je sais plus lequel. Enfin bon, bref, c'est quand même un truc de fou. Ok, donc alors ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est que bah, il y a le côté réseau et dans résilience, c'est pour réseau, il n'y a pas que résilience. Et là, c'est le côté on rencontre des gens et puis ça influence notre parcours en fait. Euh, ok, ok. Donc tu décides de faire une thèse. Est-ce que tu alors on a compris qu'il y avait ces histoires de venin ou de poison, mais est-ce que Oui, ça a été enfin dans quel contexte on est plus largement? donc ça a été le fil directeur. Donc finalement, moi j'aimais bien tout ce qui était serpent et serpent venimeux en particulier. En rentrant de ces modules-là, je me dis il faut que j'arrive à faire un truc en rapport avec ça. Il se trouve qu'en France, on n'a pas trop d'ennuis avec des serpents venimeux, hein. Je Globalement, crois pas. on a 3, 4 espèces de serpents venimeux, 2, 3 qui posent des soucis de temps en temps. Ça tue moins que les guêpes, donc c'est vraiment pas un gros souci la France métro. En revanche, ça m'a donné envie pour l'internat d'aller chercher les services qui étaient en relation. Et donc, j'ai été taper aux portes des deux services qui me paraissaient pertinents pour la filière internat, qui étaient la pharmacotox et l'immuno, puisque le prof en question faisait des petits anticorps contre des venins. Donc, c'était vraiment, il avait ce côté Mhm, immuno/venin qui m'a motivé. Et je suis allé au service de pharmacotox pour parler dosage de venin et de choses comme ça. Ils m'ont dit, le venin en France, bon, nous, on fait surtout de l'anticorps thérapeutique, bon, très bien. Et puis, il y avait un espèce de désintérêt, de lassitude de la part de la personne en face. mhm. Et Comment as-tu l'immuno, réagi? je suis allé voir le service d'à côté, donc l'immuno. Et l'immuno, ça a été tout de suite, ah, les serpents, ceci, cela, il y a machin qui bosse là-dessus, il y a truc qui bosse dans tel hôpital sur tel type de serpent. C'est intéressant parce que les toxines naturelles, on en a dans les anticorps armés. Donc, une curiosité intellectuelle, une vivacité qui était plus au rendez-vous et qui m'ont motivé finalement à poursuivre dans le service immunologie et donc finalement faire une thèse sur les anticorps thérapeutiques. J'ai très peu de relations avec le monde des toxines à ce moment-là, Mhm. mais en tout cas, j'ai la possibilité de poursuivre un truc avec quelqu'un qui va garder en tête que ça me plaît bien et qu'on pourra essayer de faire des trucs là-dessus plus tard. Excellent. Alors, j'essaie de me représenter plus concrètement ton travail de thèse. Est-ce qu'on est très recherche fondamentale à la paillasse, on commande des molécules, etc. Est-ce qu'il y a plus du côté clinique? Alors sur ma thèse, on est très patchwork en fait surtout. Ma thèse, ça a Mais de la été couture. ouais, ça a été vraiment la somme de plein de travaux. Pendant ma thèse, j'ai eu la chance d'écrire 7 articles. Et là-dessus, ça a été un petit peu des travaux qui étaient l'opportunité du moment sur un sujet donné qui n'était pas trop loin de ce qui m'intéressait. Et donc c'était, tiens, Guillaume, il y a ce truc-là, est-ce que ça t'intéresserait de bosser dessus, de faire les dosages et tout? Moi, c'était forcément Monsieur Oui Oui.
À tel point qu'il y a un stade où j'ai dû me calmer parce que je suis passé par un stade où je m'endormais la journée, je faisais des malaises au volant et tout, donc je me suis un Ah peu mince, à laissé, cause de la surcharge de travail? ouais, je me suis un peu laissé happer par le travail, Ah mais c'est oui, une non, tendance non, naturelle chez non, moi. Guillaume, enfin, Ouais, attention. j'étais refait une fois là, l'année dernière, mais je me soigne. Enfin bon, du coup, je me suis vraiment laissé happer par le travail et puis par ces opportunités. On a fini par réussir à faire un truc. euh, un travail même sur un truc un peu d'intérêt historique sur la Première Guerre mondiale, sur des sérums anti-toxines, euh, comment, euh, ce qui décimait les gens sur le front pendant la Première Guerre mondiale, tétanique. Sûrement. Là, Les, là, les- on est hors de mon champ de les compétences. premiers sérums anti-tétaniques et l'influence qu'ils ont eu Ok, sur fascinant. la survie au front pendant la Première Guerre mondiale. On avait récolté un flacon qui avait 100 ans. Et donc le titre de l'article, Waouh. c'est Les immunoglobulines ne se conservent pas 100 ans à température ambiante. Puisque finalement, on a fait un article sur des résultats négatifs avec ce qu'il y a dedans, ça ne protège pas les pauvres souris qu'on a inoculées avec de la toxine tétanique. D'accord. Je me permets de souligner, un résultat négatif est un résultat. Non, et je suis persuadée qu'il y a des quantités de recherches qui n'ont jamais été Mhm. publiées à cause de ces résultats négatifs et qu'on a partout dans le monde des milliers de gens qui refont des expériences qui trouvent que c'est négatif alors qu'on le Ça, savait c'est un déjà. vrai Donc, problème. je te remercie à titre personnel de publier ça. Bah, nous, on s'est marré surtout, enfin, on s'est marré, non pas pour les souris parce que ça, c'était pas rigolo, mais par contre, Non. on a édicté des règles en disant, voilà, il y a une limite, on sait que 100 ans, c'est trop, donc vous pouvez faire vos tests de stabilité, n'allez pas au-delà de 100 ans, ça ne sert à rien. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que déjà dans de la glace, même avec un tampon qu'on a étudié pour y garder des protéines, on a l'impression qu'elle meurt en 3 secondes. Enfin, pour celles que j'ai pu manipuler personnellement. Donc, 100 ans à température ambiante, c'est vrai que ça paraît un peu ambitieux. Mais vous l'avez montré. Ok, et ben merci pour cette anecdote. Ah, alors attends, je reviens sur une question qu'on a oubliée en cours de route. Donc, ta thèse, donc PhD, tu peux me préciser en termes d'année, c'était de quand à quand? Oui, elle s'est terminée en 2018, donc elle a Ok, commencé en 3 ans, quoi. c'était 3 ans. Ok, ok, très bien. Ben, ça a l'air de t'avoir plu. T'avais tes venins, tes toxines, des Alors, non, anticorps. du coup, j'ai pas bossé sur les venins quasiment, j'ai Non, bossé beaucoup sur les anticorps, donc c'était très biotech et oui, c'est immuno. ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, C'était, comment ça s'appelle? Mais déterminant moléculaire de la pharmacocinétique des anticorps thérapeutiques. très bien. Donc Merci pour c'était cette pas correction. mal sur FcRn, donc le récepteur néonatal OFC des immunoglobulines de type G, les biotech, les anticorps armés, le complément un petit peu. Donc c'était Mhm. un peu, voilà, ce que je dis, c'est assez patchwork, c'était des déterminants moléculaires pour dire qu'on était au niveau subcellulaire. Et Ok, c'était voilà un titre pour se permettre de rentrer plein de travaux dedans. ok, excellent. Du coup, on est en 2018. Tu décroches ton PhD. Et qu'est-ce qui se passe après? J'ai fait mes dernières années de PhD sur un poste d'assistant hospitalier universitaire, donc un Mhm. poste de chercheur et de biologiste. Oui, Alors j'étais IPR, donc innovation pharmaceutique et recherche, donc une voie qui permet normalement pas d'accéder à la biologie, mais en tant qu'AHU, on peut faire de la biologie médicale sous la responsabilité du chef de service. Donc ok. j'ai géré la paillasse d'allergologie du CHU de Tours pendant 4 ans. Et donc, ça a été un petit peu ça, le poste d'AHU qui a duré 4 ans, donc 2 ans avant la fin de la thèse, 2 ans après. Mhm. Il faisait que j'étais parti pour un poste type hospitalier universitaire classique, MCUPH, PUPH, si ça voulait aller jusque-là. Et en Ouais. 2018, on me dit, Guillaume, ça va être compliqué. En 2 ans, on n'arrivera pas à monter un salaire hospitalier, donc il manque la moitié de ton poste, en gros, en termes de finances. Merde. Ok. Il va falloir trouver autre chose. Il faudrait que tu ailles faire un deuxième AHU au Kremlin-Bicêtre comme position d'attente pour revenir peut-être dans 2 ans en espérant qu'il y ait quelqu'un qui soit parti à la retraite, qu'il y ait un émolument hospitalier qui soit libéré, tout ça. D'accord. C'est pas Moi, très enthousiasmant et assez non, hypothétique, si je comprends bien. bah, c'est le Graal des carrières HU, hein, c'est-à-dire que c'est toujours un peu comme ça. Et moi, je suis très bien à Tours, j'ai mes amis, j'ai la famille, donc j'ai tout ce qui est le autour du travail qui est probablement le plus important aussi, qui est là et qui est bien. Et j'ai pas du tout envie d'aller me partir aux 500 000 diables le temps d'attendre un hypothétique poste. Donc je dis, bah, très bien, je me débrouille. Donc pendant 2 ans, CV, lettre de motive, coup de téléphone.
Et puis, 2 ans, purée. ouais, 100 à 150 non. Enfin, non, peut-être 50 non et 100 je réponds pas. Mais ça, tous ceux qui ont cherché C'est un déjà boulot, pas mal en voilà. fait. 50 noms sur 150. Ouais, c'est l'ordre de grandeur. J'imagine que Oh, moi, j'ai eu c'est à peu près beaucoup ça, moins. ouais. Apparemment, j'étais moins convaincante. Bon, on était dans un contexte complètement différent. Mais pour une période donnée où j'avais vraiment fait le suivi sur 150 ou 200 candidatures, j'avais eu moins de 10 retours. Et était-ce si nul que ça? Je me pose la question. Mais bon, bref, enfin, faut pas se laisser décourager. Et Bah, je pense que alors, quand on en est à en écrire 100 à 150, c'est qu'on s'est pas laissé décourager déjà de base. euh, alors oui, en tout cas, on est resté dans l'action. Voilà. Et donc en parallèle, plan B, je fais un incubateur étudiant qui s'appelle Pépite, qui est un truc d'étudiant Ah, entrepreneur. oui. Donc je suis un Pépite pendant un an et demi. Notamment, ça déborde sur Covid-1, où pendant Covid, je fais mon Pépite pour apprendre à gérer une petite boîte, apprendre Ouais. surtout Alors, les aspects, je les me permets de 90%. t'interrompre une seconde. Vas-y. Le réseau Pépite, on en a déjà parlé dans au moins une autre interview, mais bon, tout le monde n'était pas forcément là. De souvenirs, parce que j'avais décroché mon accompagnement Pépite que je n'ai pas pu faire parce que j'ai déménagé dans une ville où le réseau Pépite n'était pas présent. Mais en gros, c'est un accompagnement voilà, un peu pour voir comment on monte une boîte, comment on identifie le besoin, le produit, le marché, le service, tout ce qu'on veut. Et aussi, on met du matériel à disposition si on en a besoin. Enfin, je crois. En gros, c'est ça? Oui, c'est l'idée, oui. Il y a des Ouais. compétences, il y a des tuteurs et des mentors entrepreneuriaux qui sont là pour aider à gérer les différentes facettes, puisque finalement, la partie compétences techniques, c'est 10%, 5 à 10% de la réussite de l'entreprise. C'est pas Et beaucoup. le reste, c'est bah, la partie prospection, marketing, tout ça, qui vont vraiment faire que ça va fonctionner. Ouais. Alors, question, est-ce que tu as rejoint ce réseau Pépite où tu avais déjà un peu une idée de dans quoi tu pourrais entreprendre ou est-ce que l'idée est née pendant ces ateliers? Non, moi, les idées, je les ai à peu près comme je respire, donc c'est vraiment l'horreur parce que j'ai dû me faire refocaliser. Ils m'ont tapé sur les doigts beaucoup. Il y a eu des crash tests. Moi, c'était des réussites, parce que je me crachais à chaque fois, avec des idées totalement farfelues, depuis le congrès en réalité virtuelle complètement, jusqu'à jusqu'à l'algorithme pour modéliser l'organisme humain sur un mode participatif, pour faire des essais cliniques in silico grâce à l'ordinateur quantique. Excellent. Donc on m'a dit à peu près ça. On m'a dit sur le papier, c'est une très bonne idée. Maintenant, tu te payes comment, quand? Donc on a abouti à la conclusion que j'allais me payer dans 50 ans. euh, À voilà, hauteur de 200 euros par mois. c'est ça, c'est un peu l'idée. Et donc ils m'ont dit, mais Guillaume, là en fait on n'est pas du tout dans l'hypothétique de ce qui serait sympa à faire, c'est pas de la recherche fondamentale. Là on est dans le, il faut que tu te nourrisses parce que tu as ton poste qui s'arrête dans 2 ans. Ils étaient au fait de ma situation, donc c'était vraiment, il y avait ça, Mhm. cette contrainte, La réalité. voilà, très terre à terre. Et on m'a dit, fais ce que tu sais faire, fais ce que tu sais faire. Il me rabâchait ça. J'étais, ah, mais moi j'ai 2 thèses, je sais rien faire par définition. Enfin, Ah je non, sais. Je sais chercher sur un ordinateur des informations scientifiques et c'est à peu près tout. mais Mais non. c'était quoi ton métier avant? Bah, j'étais enseignant-chercheur. Bah, fais ça. Et alors là, je me dis, fais ça, enseignant-chercheur, comment je vais faire ça? Et enseigner et chercher, je me dis, bah, ça va faire quoi? Ça va faire Uber chercheur, un truc comme ça va être, enfin, On peut se faire livrer Guillaume pour 1 heure de cours c'est ça. en immunologie, bim, un Et concept à donc, lancer. du coup, bah, j'ai dit, bah, d'accord, si vous voulez, mais je vois pas où ça va mener. Et je sais toujours pas bien ce que je fais, mais enfin, en tout cas, ça fait 2 ans que je me paye, donc c'est que ça marche, quoi. Alors ça, c'est énorme. J'arrête pas de noter des phrases parce qu'il y a plein de petites phrases rigolotes que tu prononces. Je ne sais pas encore bien ce que je fais, mais on me paye pour ça. Est-ce que tu peux, je suis navrée, on va essayer de creuser quand même. Ouais, ouais, c'est le but. Il y a de la pédagogie, il y a quelque chose. Alors, je fais encore une parenthèse. En revoyant ton profil sur LinkedIn, j'ai eu l'impression que tu avais 3 activités en parallèle, c'est correct? Ça peut être plus, ça peut être moins, je sais Ça pas, peut t'as vu être plus, lesquels? ça peut être moins, d'ailleurs, toujours assez mystérieux. Je te laisse m'éclaircir tout ça. Alors, ma micro-entreprise s'appelle B2 Biopharma. B2B Oui, comme dans entre professionnels, business to business, oui, biopharma, parce que c'était mon secteur d'activité initial. ok. Donc ça, c'est la micro qui m'a servi à vivoter et qui me sert à mettre des nouilles dans le placard.
Très Donc, bien. c'est-à-dire, c'est une boîte sur laquelle j'ai activé le réseau que j'avais dans le biopharma quand j'étais à l'université, puisque l'université forme les laboratoires pharmaceutiques au travers d'organismes qu'on appelle les SUFCO. Sufco, Enfin, d'accord, je chez nous, connais on pas appelle du ça tout ça. SUFCO. Ouais, Et donc, c'est un service par lequel l'organisme receveur contracte un, comment dire, nous, un contrat avec l'université pour une formation sur un sujet donné. Donc, c'est des formations qui peuvent durer de 1 heure à 2 fois 3 jours. Ou, voilà. ok, c'est assez varié. Donc, on les forme sur des. Enfin, notamment, nous, on formait sur les biomédicaments, sur les anticorps. Et donc, j'ai activé ce réseau-là en disant coucou, je pars freelance, sollicitez-moi pour vos trucs, ce sera plus souple qu'avec l'université. Bon, c'était de bonne guerre, comme dirait l'autre. Et ça m'a permis de donner 2, 3 formations qui m'ont permis d'avoir mes premiers salaires quand j'ai quitté l'hôpital, puisque j'avais droit virtuellement à pas grand-chose, voire à rien. Ok, Puisque étant assistant hospitalier universitaire, mon employeur, c'était l'université, mais qui était aussi la plus petite part de mon salaire. Et la partie hospitalière, elle comptait pas, parce que super. c'était une gratification. Donc en gros, j'avais droit à Ah, 400 balles de chômage, un truc comme ça, on euh, va pas que loin. j'ai- voilà, que je n'ai pas été sollicité parce que le temps que j'allais mettre à faire les papiers, c'était du temps que je passais pas à chercher des sous. Donc finalement, il a fallu que je me paye tout de suite tout seul. Et ça a été un très très bon moteur pour C'est ce l'entreprise, que j'ai puisque exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est parfois les contraintes et difficultés où on fait naître des belles choses finalement. ah ben là, Le chômage, j'avais l'inactivité fait naître, voilà, un côté l'entrepreneuriat. injonction. Ma femme était en fin de contrat aussi, donc on était tous les deux. On venait d'acheter une maison qui était au taquet de notre budget quand on était salariés tous les deux, et donc on se retrouvait tous les deux potentiellement avec pas de chômage. Ça a commencé à faire très très lourd sur la Ouais. conscience. Donc on s'est très très vite agités tous les deux pour trouver quelque chose. Elle a trouvé un poste de MSL, donc Ah oui, d'expert scientifique régional sur la partie onco-hémato chez Amgen. super. Et moi, je me suis débrouillé avec mes petites mains pour faire des sous. Avec, Donc, donc tu disais ma micro, donc c'était en format micro-entreprise où tout ça à allait fait. toujours le B2B biopharma, c'est ça? B2 Biopharma, B2B c'est toujours une biopharma. micro-entreprise. Elle va être transformée en SaaS là dans les semaines qui viennent. Ah Ça fait 15 ah! jours que je le dis, mais je ne l'ai pas fait encore. Mais Donc, parfois dire les choses, ça nous engage un Mm, peu. mm. Ouais, mais là, on en parlera à la fin, mais j'ai été très, très, très pris les 4 dernières semaines dans mon arrière-plan. Ok, ben on attaquera l'arrière-plan aquatique dans quelques Voilà, minutes. Ok, alors, une autre. alors une autre, bah oui, alors on habite tout biopharma, mais que fais-tu pour tes clients? Tes clients, c'est qui? Ils ont besoin de quoi? Comment tu les aides? Mes clients, c'est des grands comptes. Donc, c'est des UCB Pharma, des Léo Pharma, des AstraZeneca, Novartis, Menarini, voilà, des grands comptes De belles références, ouais. qui me sollicitent soit sur de l'expertise scientifique, état de l'art, synthèse, note de synthèse, choses Mhm. comme ça, pour des développements en cours, donc c'est-à-dire pour mettre un médicament sur le marché, pour euh, aller avoir la partie scientifique du dossier réglementaire d'un dispositif médical, des choses comme ça. Et puis des plus petites structures, parfois plus pour du troubleshooting, c'est-à-dire des trucs on comprend pas ce qui merdouille dans nos expériences, tout ça. Ok, tu fais des genres d'audit d'expérience pour essayer de Voilà, voir ce ça qui arrive foire. aussi. Et pour la première partie, je me demandais, il y a beaucoup de travail à la maison ou est-ce que tu te déplaces beaucoup chez le client? Peut-être Alors, il j'essaye de t'héberge, je rencontrer ne le sais plus pas. possible. J'essaye d'y aller, Ouais, mais en règle générale, c'est beaucoup depuis mon domicile. Je fais une ok, pièce de 9 mètres carrés en sous-sol avec un petit fenestrou qui donne sur de l'herbe. génial. Avec plus de guitare et de matériel de réparation de différents outils que vraiment mes 3 écrans et mon ordi qui sont sur 1 mètre carré, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelques centimètres carrés pour faire c'est quoi, des brioches perdues? C'est ce que disent les rumeurs apparemment. Tu fais des brioches. Il y a une cuisine à l'étage au-dessus, ça va. Ah ouf, bon, ça va. J'en suis pas à me nourrir ici. J'ai dormi ici pendant quand ma femme ou moi avons été Covidés. J'ai dormi dans mon bureau ici, par terre, dans un sac de couchage, pour faire des gestes barrières le plus possible à la maison. Ah là là, vaste sujet, le Covid à la maison quand on ne vit pas tout seul. Ouais, Bref, ouais, ouais. ok, Et donc sur cette activité-là, donc la partie formation, il y a donc ça c'est la partie expertise et la partie formation. Il y a un débord sur l'université, les universités, puisque je donne des cours dans 3 universités différentes ok, maintenant.
J'ai commencé en fait par donner des cours continuer à donner mes cours à Tours, puisque finalement ils avaient personne pour me reprendre sur certains enseignements. Donc j'ai continué en tant que bénévole à donner des cours à l'université. Et puis j'ai été sollicité par l'université de Nantes et par l'université de Groningue aux Pays-Bas Ah, ok, à sur l'étranger, trop chouette. ouais, ça c'était rigolo, mais c'est un ancien camarade de promo, enfin mon ancien co-externe, qui m'a Et donc, c'est lui sollicité qui t'a sur appelé parce qu'il te connaissait déjà. ouais, qui m'a demandé Ok, si je pouvais faire une chouchoutez mention votre de réseau, les master. amis. Ah non, mais ça c'est crucial en fait. Moi, la plupart de mon activité au début, quand j'étais vraiment pas ou peu payé, c'était le téléphone, le téléphone, le téléphone. Et peu importe que les gens qui m'aient contacté aient quelque chose à me demander ou pas, que moi je vois des points de convergence ou pas, c'était téléphone quand même. Et c'était beaucoup Mhm. avec des gens qui cherchaient du travail. Parce que d'une part, ça passait le temps. D'autre part, aider quelqu'un, ça a un côté gratifiant que l'argent n'a pas. Et donc ça a un côté, mais ça je t'apprends rien, tu vois bien de quoi je parle. Ben oui, là, je travaille gratuitement actuellement. Et en fin de compte, c'est vraiment ça donne le moral et ça donne la patate pour faire le reste. Donc c'était absolument crucial. Ok. Il y a trois personnes que j'ai aidé à retourner vers le travail. Et Ah, puis plein que chouette. j'ai pas aidé, mais en tout cas pas aide directement, mais que j'aurais aidé au moins en les écoutant. Et je pense que ça leur aura fait autant de bien qu'à moi. Ben, c'est des valeurs que porte Alliance à 300%, ça. On ne peut pas aider tout le monde sur tous les sujets. Quand il y a un docteur en génie des matériaux qui me demande de l'aide, je me sens assez limitée. Mais voilà, on aide, on discute. Après, il y a toujours des choses transversales, quel que soit le domaine, qu'on peut expliquer, enfin, etc., etc. Donc, j'essaye parce que donc effectivement, on est dans du patchwork, pas que pendant le début de ton parcours. Oui, parce Euh, que... non, vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. Pardon, c'était essayer d'avoir la big picture, comme on dit. Ta micro-entreprise, bientôt SAS en consulting. Il y a cet enseignement en France et à l'étranger. Et il y a d'autres choses qui gravitent. Oui, bah, il y a la partie donc réalité virtuelle, Ah, puisque vas-y. finalement, mes étudiants en pharmacie et en sciences, ils se faisaient royalement suer pendant les confinements parce qu'ils avaient des webinaires PowerPoint avec une voix derrière monotone qui était en train de leur expliquer la biochimie de la structure des machins, des trucs. Super, Et donc, oui. à la fin des cours, la plupart des enseignants, et j'y échappais pas d'ailleurs, avaient au moment de la déconnexion 20, 25, 30 profils qui restaient enfin, connectés. En disant, ceux-là, ils ont même pas vu que c'était la fin du cours. Ils étaient pas du tout devant leur caméra. Ils étaient Et partis faire autre chose. voilà, ceux-là, ils étaient en train de jouer au ping-pong dans le jardin avec leur chien, quoi. Donc, je me suis dit, il faut essayer d'implémenter autre chose. Il y a donc pas longtemps avant, on m'avait offert un casque de réalité virtuelle pour mon anniversaire pour jouer à la base. Ouais. Et assez vite, on s'est mis à s'amuser à le projeter sur la télé et à faire des Pictionary dessus, à dessiner en 3D des dragons, des bonshommes de neige. C'était l'époque beaucoup de la Reine des Neiges pour nous à la maison, donc des Quel Olaf, enfer. des trucs comme ça. Ouais, un petit peu, ouais. Et puis un jour, je m'amuse à dessiner une cellule et je me dis, il y a de l'idée là, il y a un truc peut-être. Et donc, Mhm. je commence à dessiner des cellules, d'abord un peu moches, et puis à faire des petits films, des travelling dans l'environnement, et à me dire, je pourrais utiliser ça en cours, ça peut être sympa, puis ça les raccrocherait un peu. Et donc, je me suis mis à implémenter ça, jusqu'à ce que l'OMS, enfin, donc j'avais fait quelques petites vidéos sur Internet, et puis l'OMS est venu me chercher pour participer à ce qu'on appelle la Team Halo, qui était une équipe de chercheurs ou de professionnels de santé qui était dédiée à donner de l'information scientifique sur les réseaux et en particulier sur TikTok. Et donc là, j'ouvre un compte TikTok à 33 ans. Euh, parce que moi, Moi, le haut du panier j'y en suis termes de même pas pyramide des allée. âges, pour faire de Excellent. l'information scientifique sur Covid et sur les virus et sur l'immuno et des trucs comme ça. Donc J'aime ça, beaucoup ce ton très calme, très détaché, très posé sur lequel tu dis l'OMS est venu me chercher. J'ai ouvert un compte TikTok à 33 ans. Ça me régale. Comment s'appelle ton compte TikTok? Docteur Antibody, Docteur Antibody. dr.antibody. Ok, excellent. Mm. Est-ce que je vais télécharger TikTok? Le suspense reste Bah, entier. ce qui est bien avec TikTok, c'est qu'on y a accès depuis l'extérieur. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être inscrit dessus. Moi, j'y poste plus Ah, grand-chose parce que, je savais pas même que pas. Covid soit derrière nous, mais enfin, en tout cas, disons que il n'y a plus tellement d'activités de la team Halo. Il y a un site web qui s'appelle teamhalo.org où sont référencés
les experts. Le but en fait de cette team, c'était d'avoir des experts de partout dans le monde, de toutes les ethnies, les confessions, les religions et tout ce que tu veux. On n'avait pas de pastafaristes non plus, mais, euh, mais en dehors de ces originalités, il y avait un peu de tout. Et c'était vraiment n'importe qui pouvait toquer à la porte ou être démarché pour faire partie de ce truc-là. Ok, ce qui est plutôt cool d'ailleurs. Ok. Oui, pour avoir des tonalités différentes, pour avoir des abords du sujet différents, pour pas être taxé non plus d'être euh, totalement pas institutionnel, Mhm. européano-centré ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment un truc, un melting pot qui était assez agréable, même si il y avait des aspects qui étaient moins cool. On avait beaucoup de formations à planquer notre vie perso et à se prémunir contre les attaques euh, diverses et variées. Moi, en tant que vulgarisateur en 2017-2018, j'ai eu à porter plainte contre une asso qui m'a fait du doxing, donc ça a été un petit peu pénible. D'accord. Mais J'ai enfin, l'impression qu'on pourrait faire 12 interviews sur, sur toutes ces différentes parties de ton patchwork. oui, ça Euh, on excellent. s'éloigne un peu du sujet, je reconnais que... Non, mais après, bah, tout ce qui peut composer ta vie, enfin, le côté plus privé, plus pro, s'il y a un peu de la science qui se promène, ça nous intéresse. Ce que j'aime bien dire en coaching, mais pas que, c'est qu'on n'est pas juste un CV, il y a toutes les choses qu'on met pas sur le CV ou qu'on suppose ou qu'on désigne de façon floue et qui font de nous la personne entière telle qu'on est. Par exemple, quand j'aide les gens en coaching avec, je sais pas, leur CV, je demande la disponibilité géographique et les gens vont être tout embêtés de me dire bah, j'ai ma famille, je dois rester dans ma ville ou au maximum dans mon département. Et oui, mais il ne faut pas s'excuser d'être une personne en vie avec bah, une vie privée. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est est-ce que c'est le plus important? Ben, on peut se poser la question. Bref, bon, après, il faut mettre des nouilles dans le placard, comme tu Il l'as faut mettre des souligné. nouilles dans le placard, ça c'est très Ouais, important. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que je faisais plus de bénévolat que de contrat payé et ouais. ça n'allait pas m'aider à mettre des nouilles dans le placard. Non, non, non. Donc, Faut être dans un côté vertueux, le côté bénévolat, gratuit, où on donne peut-être plus que l'on reçoit, même si je considère tout le temps beaucoup recevoir quand je donne dans un premier temps, on va dire. Il faut quand même se prioriser, pas se laisser de côté, et puis faire passer les besoins des autres en premier. Enfin, on pourra en parler pendant des heures. Ce sera encore un autre sujet. alors ça, Euh, ça a été un moteur qui a fait que la oui, micro-entreprise et le fait d'être entrepreneur a été quelque part assez salvateur, c'est de pouvoir se permettre de faire des choses comme ça. De ne pas ouais, avoir de hiérarchie qui te dise non, on ne prendra pas de contrat chez machin juste parce qu'il est dans la dèche. ouais. Hors de question de filer 3000 balles à un paumé dont c'est pas le métier. Et ça m'a permis C'est d'empêcher un quelqu'un luxe d'avoir les aussi. huissiers à la maison, ça m'a permis d'aider des gens euh, finalement à passer des caps un peu difficiles. Et avec cette satisfaction d'avoir pu le faire, et qui aurait certainement pas été possible sans me mettre dans l'embarras professionnellement si j'avais été salarié. Ok, ouais, il y a plein de belles choses qui me parlent et sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais on arrive tout doucement vers la fin du timing et il nous reste un dernier bout à attaquer. C'est cet arrière-plan. Tu as mis un fond vert. Tu nous Oui, as mis alors une ça, image d'un kayakiste. What is that? alors le bonhomme sur le kayak, vous l'avez déjà vu euh, en avant-plan. Non, comme tu veux. Soit on parle de ça, soit on peut continuer sur la partie pro. C'est toi qui décides. Il n'y a pas de, Alors, pas le de... moment est réservé pour les deux. Après, alors, si D'accord. on reste sur le côté pro, est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel tu aimerais revenir, que ce soit sur l'enseignement, ta micro-entreprise, le compte TikTok, Eh si ben, on met ça MS dans Pédago, peut-être, qui est le projet actuel avec lequel je suis le allez. plus impliqué. Finalement, ça a été quelqu'un que j'ai rencontré pendant tout ça, pendant toute cette période un peu brouillon, un peu en train de définir ce que j'allais faire de ma vie. Euh, donc, qui s'appelle Anthony Alioui, qui était quelqu'un qui avait monté une boîte initialement de formation professionnelle continue à destination des pros de santé, donc du DPC pour développement professionnel continu, Ok. avec qui on a commencé à bosser sur cet aspect DPC et avec qui on est en train de monter aujourd'hui une agence de communication scientifique. Donc ça reste MS Pédago, la boîte, mais par contre on fait le boulot d'une agence de com, mais versant scientifique. On fait de l'accompagnement au plan de communication, on fait de la rédaction d'articles, on fait des états de l'art aussi, donc c'est en train d'absorber cette activité qui était du B2B Biopharma, avec Mhm. B2B Biopharma qui va être bientôt plutôt réalloué à l'arrière-plan, là justement, à la partie brevet.
Euh, mais donc une activité de vulgarisation, de communication, donc sur des thèmes scientifiques, plutôt life science, puisque Anthony est PhD en une thématique que tu aimes bien, plutôt côté génette. Mhm. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est ce qui m'occupe le plus à l'heure actuelle, puisqu'on est en train de monter cette boîte et fin, de monter dans la boîte. Elle est montée, elle existe, mais en tout cas, de réorienter un peu l'activité vers cette communication et de faire nos premiers contrats ensemble. Donc, Ok, c'est quelqu'un, pareil, que j'ai rencontré, avec qui on a vraiment des atomes crochus et puis des, comment on appelle ça? Des passions communes, on va dire, entre. des euh, synergies, voilà, il y a vraiment un côté, ça fonctionne bien sur le plan humain et sur le plan professionnel. On a décidé de capitaliser là-dessus et d'en faire quelque chose. trop cool. Et donc, MS Pédago, c'est la boîte qui m'occupe le plus à l'heure actuelle. Et B2B au pharma, donc c'est cette activité un peu formation sur MS Pédago au profit de ce qu'elle va devenir en étant une SaaS, c'est-à-dire une boîte qui va servir à porter un brevet. Et donc, ça fait la transition vers Ok, l'arrière-plan. Puisque, donc, pour ceux qui ont déjà vu mon profil, qui me connaissent un petit peu, je pense à Abdelila, je pense qu'on se connaît, je suis pas sûr. Euh, qui me connaissent, je suis patient aussi, puisque je suis atteint de la maladie de Parkinson, ce qui donne un côté très calme et très placide, en fait un peu inexpressif, puisque la ou l'hypomimie sont des symptômes notamment de la maladie de Parkinson. d'accord. Et donc, diagnostiqué en 2018, et incapable de lire au début, de faire quoi que ce soit, de me faire aider, de lire des trucs sur la pathologie, de lire des papiers, d'accord, mais même lire des brochures patients, j'en étais pas capable. Enfin, vraiment, Est-ce la que tu as période l'impression que sombre. le ciel te tombe sur la tête ou je sais pas ce qu'on peut Ouais, ressentir bah, quand juste, on diagnostique ça. c'est toutes les phases du deuil, quoi. C'est vraiment le pourquoi moi, le être fâché après tout le monde. Ouais, peut-être Euh, une c'est- phase de déni? ouais, il y a un petit peu de ça. Le matin, tu te réveilles en disant c'est pas vrai, oh, merde, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc voilà, une phase un peu compliquée, qui a duré 3 ans. Une phase compliquée de 3 ans, c'est une phase compliquée longue. Ouais, ouais, ouais. Parce que si En- je peux me permettre, quand on avait discuté l'année dernière, j'ai pas du tout souvenir que tu m'en aies parlé ou que ce Ah soit oui. visible sur ton profil. J'ai l'impression de découvrir ça assez récemment. Il y a eu un déclic, un truc qui a fait que tu as voulu Ouais. rendre ça visible et en parler. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, au début, déjà, c'était un truc qui était facile à masquer, même si maintenant, ça serait assez facile encore à planquer, en dehors des jours où c'est les mauvais jours, on va dire. Mais surtout, il y a eu cette phase-là en janvier où j'ai lu un papier sur un mécanisme moléculaire en amont de l'accumulation des protéines anormales, qui explique finalement pourquoi ces protéines anormales naissent. Et il y a un cours de pharmaco qui me remonte en tête et qui me fait dire, mais putain, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, du coup, je me dis, bah tant pis, je creuse, je regarde. Je lis des papiers, il y a un truc qui a été divulgué sur la metformine, qui a une activité, machin de ça. Et donc elle est divulguée, elle est vieille, elle a plus de brevet, elle a pas de propriété intellectuelle intéressante à faire dessus, donc elle est pas, c'est pas un bon candidat, elle a des effets indésirables, notamment chez le vieux. Moi j'ai 33 ans, mais la plupart des patients ont plus de 65 ans. Donc D'accord. voilà, c'est pas un bon candidat. En revanche, je me mets à travailler dessus parce que ça me titille, parce que je me dis aussi, peut-être que je suis pas plus con qu'un autre, je vais peut-être réussir à trouver un truc. Je crois pas. Et donc, au bout de quelques semaines, je sors avec une idée de cocktail, de façon de présenter des médicaments qui permettraient de restaurer de la propriété intellectuelle, de créer une potentialisation, de limiter des effets indésirables, de tout ça, tout ça. Et je me dis, bah ouais, j'y vais, quoi. Un peu comme ça. Et en mars 2022, je dépose un brevet provisoire avec un cabinet de propriété intellectuelle. Donc, le brevet provisoire, c'est un brevet qui donne une protection essentiellement sur des revendications, pas sur des expériences D'accord. pendant un an, le temps de l'étayer. Donc ça donne un an de protection contre l'antériorité sur un concept. Ok, Donc je dépose ça intéressant. en mars 2022, et donc ça me donne jusqu'à mars 2023 pour faire les expériences. Et donc là, je commence à faire des expériences, à envisager des expériences avec une boîte qui s'appelle Synchrosome, qui est à Marseille, euh, qui est spécialisée en neurodégénératif, et avec qui on fait des plans de manip et tout ça, et puis qui me dit, bon bah voilà, Monsieur Brachet, ça vous fera 30 000 balles. Et je me dis, Ah. là, à moins de vendre la voiture du travail de ma femme, je sais pas comment faire 30 000 balles. Moi, Bon, j'arrive à me payer, mais j'ai 3 4 mois d'avance sur ma trésor, c'est tout. Enfin, je suis pas du tout avec les jouer reins à pour tenter des trucs comme l'euro-million. ça. Je leur dis tout ça, en me disant, ils vont bien me dire, quand même, votre histoire, elle est sympa, on va les financer pour vous. Moi, ils me disent pas ça. Ils me disent, bah, ça fera 30 000 balles, et puis bon courage pour les trouver. Et vous revenez vers nous quand c'est bon.
Et donc, je vais vers des labos en disant, coucou, moi j'ai une super idée, en fait ça va marcher, mais il me faut 30 000 balles et c'est un brevet provisoire. Et derrière, par contre, je vous le file gratos ou pas cher, on s'en fout. Je suis intéressé plus comme patient que comme Faut inventeur, avoir un comme ça. certain culot, si je peux me permettre. Mais c'est tout à ton honneur, je trouve. Ouais, j'ai été faire 3 4 labos comme ça. J'ai fait UCB, Lundbeck, Bioprojet et. Non, AC Immune, je les ai pas démarchés finalement. Enfin bon, du coup, tout ça, ça fait que j'arrive à l'été. Et l'été, il se passe rien pendant 2 3 mois, hein. Donc, Ouais. j'arrive en juin et donc j'arrive en septembre. Juin, avance rapide, septembre. Sur la plage, je vois plein de gens avec des stand-up paddle. Et je me dis, il faudrait que je fasse un défi sportif pour essayer de trouver des sous. Et je vois que ça. Et je me dis, un Ironman, c'est une super idée. Il faut un truc assez foufou pour que les gens ils s'intéressent à ça. Ouais. Et l'Ironman, ça me paraissait bien. Après, je réfléchis, puis je peux pas courir le marathon, et puis je sais pas faire 180 km à vélo, donc ça limite quand même vachement la possibilité. Et puis l'Ironman, c'est très ponctuel. Ça a un début, une fin qui sont très proches l'un de l'autre. Et ça se produit à un endroit et ça intéresse que les triathlètes. Donc, c'est pas une bonne cible. Et puis en regardant les gens avec leur stand-up paddle, je dis, bah, moi, dans le fond, je sais faire un peu du kayak. Et il faudrait un truc qui impacte, un truc qui fasse réfléchir, un truc qui montre que c'est un vrai défi sportif, un vrai challenge un peu difficile. Et donc j'arrive avec cette idée de remonter la Loire à contre-courant. À contre-courant parce que c'est déjà ce que je fais au quotidien, parce que j'ai la Loire à côté de chez moi, et que comme je suis tout seul à y aller en voiture, bah, faut que je remonte le courant d'abord, parce que sinon, il faut que je le remonte à la fin de la séance pour retourner à la voiture, ou que je porte mon kayak sur le bord, et ça me gonfle. La rando en kayak à pied, c'est pas génial, hein. Pour ceux qui n'ont pas fait de trou dans le fond du bateau, c'est pas top. Donc je me dis, remonter la Loire, ok. Sur toute sa portion navigable, donc les 700 km depuis Saint-Nazaire jusqu'à Roanne, c'est une bonne idée parce que ça fait un grand défi. Et c'est une mauvaise idée aussi parce que ça fait un grand défi. Mais en fin de compte, ça fait aussi traverser 3 régions et donc voir plein de monde différents. Ça me permettrait d'aller solliciter des municipalités et puis des médias pour expliquer que bah, je suis un patient qui porte une innovation et qu'il a besoin de sous. Et donc ça, c'était il y a 4 semaines que j'ai eu cette idée-là. Et hier, j'ai fait ma première étape. Donc j'ai fait Saint-Nazaire à pas Nantes, parce que j'aurais dû atteindre Nantes, mais que les conditions étaient absolument détestables et que je suis sorti de la flotte au bout de 20-25 km parce que c'était compliqué. D'accord. Enfin, c'était dangereux en fait, quoi. C'était Donc vraiment en paddle? Enfin, tu en parlais de kayak. paddle, mais j'avais compris kayak. D'accord, donc En on est en kayak. kayak. Pour communiquer et chercher des sous pour étayer enfin, pour étayer mon brevet, en fait, transformer le brevet provisoire en brevet de plein droit, que je vais Ok. essayer de vendre après assez rapidement à une boîte biotech, puisque moi je ne suis pas une biotech et je ne sais pas faire la partie développement clinique. D'accord. Bah, écoute, je suis super admirative. Tu dis que tu as une idée il y a 4 semaines, c'est-à-dire il n'y a rien du tout. Et donc là, tu as déjà mis ça en place et tu as fait, alors peut-être moins que prévu, mais tu as déjà fait une étape de ton trajet en kayak sur un total de 700 kilomètres en mobilisant des médias pour avoir des sous pour Les médias, tester ça s'est très bien concrètement ton idée passé. de brevet. Ouais, c'est un peu l'idée. Les médias, donc ça a bien répondu, en tout cas en régional. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de relais en région centre. J'ai quand même des sponsors qui sont et des mécènes qui sont motivés pour le brevet. Donc j'ai déjà peut-être bouclé une partie de mon budget, voire peut-être tout le budget. Ça va dépendre de la région Rhône-Alpes, puisque la région Rhône-Alpes a D'accord. un dispositif qui s'appelle Cocorico, qui permet de soutenir ces dispositifs-là, ces idées-là, en doublant les cagnottes associatives. Donc il y a une association qui Énorme. s'appelle Stand Up, non, qui s'appelle Paddle contre Parkinson, sous l'égide de laquelle je navigue, qui gère cette trésorerie pour les expériences à ma place, pour que ce soit séparé de mon activité d'entrepreneur, parce que bah, du coup, sinon, je suis jugé parti. Et Ok, donc, eux, oui. ils vont collecter les fonds. Et comme ils sont implantés en région Rhône-Alpes, ça fait que si on collecte 15 000, on a collecté les 30 000 pour faire les expériences. D'accord, mais c'est absolument énorme. Et donc, tu as mis une cagnotte en place où n'importe qui, entre guillemets, moi, les gens là, ou personne d'entre nous, enfin, le premier qui passe, on peut mettre des sous. J'avais mis une cagnotte Litchi pour l'événement, pour Ouais, plutôt l'aspect sportif, c'est-à-dire la partie mettre de l'essence dans la voiture, acheter un le kayak, acheter un matériel gilet de et tout ça. sauvetage, tout ça, Mhm. prendre des contacts presse et enfin donc tout ce qui était autour de la com, faire des autocollants, des trucs comme ça. Mais elle a deux inconvénients, cette cagnotte Litchi. D'abord, elle donne pas droit à une défiscalisation. Ok, C'est une cagnotte participative comme pour un anniversaire. Et l'autre inconvénient, c'est qu'elle pompe 3% de ce qui est versé dessus, donc ouais, ils 3 prennent une centimes, part. 3 centimes par euro.
Donc, en fin de compte, là, je suis en train d'attendre pour recommuniquer bien, d'avoir le feu vert de Paddle contre Parkinson, qui doit redemander aux impôts si ils ont le droit de verser après la somme à une CRO pour faire les expériences. Ils veulent faire tout ça très carré et c'est tout à leur honneur. Bien sûr. Euh, et ça m'évite aussi de me retrouver avec une histoire de ils sont partis avec les sous et tout ça. Donc, voilà, on se fait confiance, mais du coup, on se montre qu'on fait confiance en faisant les choses de façon carrée. Ouais, bah, c'est le meilleur moyen, je pense. Et Et donc, bah, cette c'est cagnotte excellent. Cocorico, pour le coup, c'est là-dessus que les petits biopharma, les labos et les gens qui voudront être mécènes du brevet pourront verser des sous avec un reçu fiscal notamment et avec la garantie que ça atterrisse bien sur les Là où expériences ça pour doit valider le aller. brevet. Voilà. Ok, ok. Bah écoute, j'ai envie de dire bravo. C'est un truc que je me disais. Tu me fais penser à un ami à moi qui s'appelle Yann. Alors depuis tout à l'heure, j'essaye de retrouver. C'est aussi au diagnostic d'une maladie. C'est un truc intestinal. Je retrouve plus le nom. Bon bref. Et il a fait aussi comme ça. Je crois que c'était plusieurs centaines de kilomètres. Bah, peut-être bien en paddle. Et du coup, je suis en train de me demander est-ce qu'il y avait des sponsors en commun ou ce genre de choses. Bon, je ne sais plus. Bref. Et tout ça pour dire que bah, on dit, c'est de l'ombre jaillit la lumière. Ça peut être du chômage, naît une idée d'entrepreneuriat, d'une diagnostic d'une maladie qui laisse pas indifférent, naît un projet assez impressionnant. Je ne sais pas quel est le sentiment dans l'audience. Là, on a encore tout le monde par rapport au début. Donc déjà, ça, c'est chouette. Euh, Avant de passer aux questions, est-ce que tu voulais ajouter un dernier mot, Guillaume? Enfin, on fera la clôture en bonne et due forme après les questions. Mais est-ce que c'est bon Bah, pour toi ou tu voulais repréciser quelque chose? simplement sur la partie entrepreneuriale, Ouais. il y a une seule, comment dire, un seul slogan des entrepreneurs, on en voit plein passer sur LinkedIn et tout ça, des trucs inspirants ou des demi-décisions égale bordel au carré qui sont plus humoristiques. Oui. Moi, la seule que j'ai retenue et qui me guide un peu, c'est une idée est bonne jusqu'à preuve du contraire. J'insiste sur le preuve parce que quand vous avez une idée, il y a toujours et souvent dès le début quelqu'un pour vous dire ouais, d'accord, c'est une bonne idée, mais c'est une connerie. Et jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire jusqu'à ce que vous montriez que ça marche pas. Ouais, ouais, ouais. Et puis on n'a aucun élément pour dire que c'est pas une bonne idée finalement, quand on se permet de donner son avis comme ça gratuitement. Il y a un mec qui a eu une idée de faire un réseau social après Facebook et après euh, tout ce qui était avant, les caramels, les face party, les trucs comme ça, avec la seule idée qu'il allait mettre la possibilité de mettre des filtres sur les photos Mhm. pour les embellir, pour les changer. Et maintenant, sa petite boîte qui s'appelle Instagram, elle marche un petit peu quand même. Et je pense Ouais, ouais, qu'il y a eu ouais. Ça me dit quelque beaucoup chose. de choses, beaucoup de gens qui lui auront dit que c'était une idée de merde. Et d'ailleurs, ça me refait penser à tes premières idées d'entrepreneuriat. Tu parlais de modélisation d'un corps humain pour tester des molécules thérapeutiques ou je sais plus. On t'a pas Mm. laissé tester cette idée, mais si ça se trouve, elle était excellente. J'ai un cahier des charges d'une soixantaine de pages que je tiens à Ah, disposition, que je garde eh dans un coin pour le refaire un jour. ben, t'as bien raison. Et je garde ça dans un coin de ma tête. Juste, comme on m'a dit que je me paierais pas avant 30 ou 40 ans, j'attends d'avoir un petit peu de recul sur ma trésorerie pour mettre le nez là-dedans. Ok, ok. C'est vrai que c'est parmi les nerfs de la guerre. Ok, ben, très bien. Enfin, ça me donne plein d'idées, plein d'envies. J'ai noté plein de trucs, absolument n'importe comment dans ma feuille. Je suis remontée dans la marche parce que j'avais plus de place. Bref. Alors, pour les personnes qui sont avec nous, c'est-à-dire bah, tout le monde, je crois, si vous avez des réactions, des remarques, alors n'hésitez pas à écrire dans le chat ou encore mieux à activer caméra et micro. Au tout début, les gens le faisaient et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure Résilience, il n'y a plus grand monde qui peut se faire ça. Mais n'hésitez pas. Et donc, en attendant, s'il y a des gens qui se manifestent, je voulais aller pêcher les questions que j'ai eues pendant la préparation de cette interview. Elle est assez différente enfin, chaque interview est unique, mais là, c'est vrai qu'on a il y a des infos, une histoire personnelle qui change, si je puis dire, et c'est enrichissant. Ah bah je me mouille hein, Alors, quand même là. pardon? Je dis ah bah je me mouille là quand même. Exactement. Alors, parmi les questions, alors,
Bon, si les gens faisaient des phrases, ce serait quand même mieux. Alors, il y en a une qui a déjà été abordée, c'était sur le travail à distance. Les gens demandent si c'est possible. J'ai envie de dire oui. À Euh, 98%. Je pense que je ouais, travaille 98% du temps chez moi. ouais, ce qui est pas mal. Ta, ta, Parfois, je travaille de ta. ma terrasse, mais elle n'est pas assurée pour la responsabilité professionnelle, donc j'évite. Mais des fois, je me laisse quand même le luxe de faire ça. Oui, 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 c'est vrai que les questions des assurances. Alors, si rien dans le chat, j'attaque les questions que j'ai de côté. Alors, comment s'est lancée l'activité de consultant? Alors, il y a l'histoire du pépite, mais on peut peut-être creuser un petit peu. Je ne sais pas, par exemple, ton premier client, tu allé le chercher comment? C'est coucou, c'est moi, je suis Guillaume. Comment je peux vous aider? C'est à peu près ça, oui. C'est Oui, un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'avais effectivement formé via l'université. Et comment dire, je suis rentré en contact en disant, bah voilà, maintenant je suis freelance et en fait je propose des formations qu'on faisait avec l'université à mon titre personnel. ok. Et il m'a Alors, dit, moi j'ai pas, mais ma femme travaille chez UCB et ils ont besoin d'un truc en ce moment, je te ok, recontacte. mais le réseau, on est relou, hein, j'ai l'impression d'être un peu Mais c'est une dingue. vieille conne, mais on rabâche les mêmes choses. C'est Mais en peut-être même temps, le pour réseau, ça fait tout. LinkedIn est ton meilleur ami hein, comme entrepreneur. C'est vraiment. Il n'y aurait pas LinkedIn, je pense que je serais retourné surveiller des piscines parce que j'aurais rien trouvé sur Tours. Alors, intéressant. C'est peut-être super cool de surveiller des piscines, je ne sais pas du Oui, tout. c'est S'il sympa. n'y avait pas LinkedIn, Résilience n'existerait pas. Mais, enfin bon. Et puis sûrement plein d'autres initiatives. Alors, on a Mélanie. Merci Mélanie de mettre un petit mot qui met étudiante IPR, votre témoignage est très inspirageant, mais n'importe quoi, inspirant et encourageant. Bien que le parcours soit semé d'embûches, une belle porte de sortie a été trouvée. Moi, j'aime bien dire que c'est plutôt une porte d'entrée, parce que sortir, on a l'impression qu'on fuit un truc, et on peut aussi aller vers quelque chose qu'on aime, même si je vois la métaphore. Oui, puis Donc, porte de sortie, moi je suis essentiellement en sous-sol, alors j'ai je m'étais un peu demandé si c'était une blague ou pas, mais donc pas il du tout. semblerait que non. Adélila, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur les expériences dans le laboratoire de Marseille, in vitro, in vivo, modèle animal. C'est la Alors même comme c'est chose. pour étayer un brevet, je vais pas en dire grand-chose, mais un peu tout ça. Ah ah, c'est stay tuned. Hop, attends, je rechoppe les questions. N'hésitez pas dans le chat, hein, je préfère réagir à vos questions en live, même si bah, d'ailleurs c'était vous-même qui avez noté des questions en amont. Alors, j'ai une question sur les compétences. Est-ce qu'il y a des qualités, des compétences qui te viennent à l'esprit, Guillaume, qui t'ont été utiles, essentielles, ou alors que tu n'avais peut-être pas spécialement au départ et que tu as développé pour ton métier actuel? Oui, j'aimais pas prendre le téléphone. Ah, Quand il fallait appeler un fournisseur au labo, je partais me cacher sous une table. ok. Pourquoi? Parce que j'aimais pas prendre le téléphone et demander un truc ou déranger les gens ou Peur voilà. de déranger les gens. Et ça, clairement, c'était un truc qui est venu d'une part avec l'habitude de prendre des gadins en entretien d'embauche, qui m'a fait dire que c'était pas très grave finalement d'avoir des gens qui répondent par la négative. Bon, ça a Ouais. été un peu Oui, mais toxique. effectivement, c'est vrai, c'est pas grave du tout. Et l'autre chose, c'est que ça m'a aussi appris que ça pouvait amener des trucs sympas, autant professionnellement que humainement. Et je pense que le projet là que je porte, qui s'appelle Parkinson-sur-Loire, est une belle preuve de ça. J'ai eu plein de monde au téléphone avec qui je ne vais strictement rien faire de constructif, c'est-à-dire qu'ils vont pas venir m'aider, qui vont pas me donner de sous, qui vont pas quoi que ce soit, mais qui ont juste fait passer un coup de fil pour être encourageant, pour être sympa, pour donner des conseils sur la navigation, voilà, des C'est questions toutes énorme. contres. Et finalement, ça montre aussi que les interactions qu'on a de façon indirecte et virtuelle par le téléphone, par Facebook, elles sont certes pas de la qualité d'une interaction directe, mais elles en demeurent pas moins des interactions humaines et donc avec leur lot de choses positives qui peuvent en ressortir. Donc voilà, Mhm. prendre le téléphone, soft skill de demain, toujours s'adapter avant d'avoir identifié un besoin. Prendre le bottin et commencer par le premier. Donc.
Ok. Et du coup, le fait que tu n'aimais pas téléphoner, tu as un peu guéri ça juste en rentrant dans l'action et en te forçant à le faire? Oui, bah, au début, par Oui. intérêt, en cherchant des boîtes qui pouvaient m'accepter. J'ai utilisé le mot bottin. Pour ceux qui sont nés après 90, l'annuaire, c'était un livre avec des numéros de téléphone. Ça m'a Pardon. même pas choquée. Il faut dire que j'ai 33 ans dans quelques jours. Oui, Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, le beau teint. Bon, bref. alors, pardon, je fais un petit aparté vocabulaire. Merci Euh, pour ton mais humour, j'aime beaucoup. il n'y a pas de quoi. C'est avec plaisir, c'est même obligatoire. Alors, Et donc finalement, le téléphone, oui, ça a été d'abord par intérêt et puis ensuite parce que j'ai identifié que ça m'aidait d'une façon ou d'une autre, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire des fois, j'appelais quelqu'un en me disant, je l'appelle, mais je sens que ça va pas être utile. Et des fois, je raccrochais en me disant, ouais, ça, c'était bien. Et finalement, ça a tout seul encouragé fortement le fait de renouveler l'opération et de reprendre le téléphone. on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Écoute, je parcourais l'ensemble des questions que j'ai reçues, mais elles ont toutes déjà été répondues. Voilà, le côté formation, comment tu t'es lancé, c'est des choses qu'on a déjà abordées. Mais du coup, Henri, tu tombes à pic avec ta question. Pour le volet formation, est-ce que tu es en procédure de certification Calliope? Alors moi, j'ai tenté ça. J'ai fait ça au début Oui. parce que je voulais être organisme de formation. Je me disais, ça, c'est mon truc. Euh, et finalement, j'ai pas été reconnu organisme de formation parce que mes actions de formation étaient trop ponctuelles avec des publics trop hétérogènes. Un coup, je formais le global, un coup, je formais des MSL, un coup, je formais des visiteurs médicaux. Donc, j'avais pas une cohérence sur le public et sur les actions de formation, c'était des 2 heures, 3 heures, 6 heures et pas des programmes de 3 jours, 6 jours. Et donc, on m'a refusé le fait d'être organisme de formation. Par contre, je travaille beaucoup avec des OF qui sont, eux, Datadocké, Calliope, tout ça. Mhm. Donc, les agréments des organismes de formation qui montrent la démarche qualité, qui sont obligatoires, hein, de toute façon, maintenant. Ouais. Donc, je travaille pour d'autres organismes en tant que formateur, consultant, expert, tout ça. Ok, mais c'est Donc, intéressant. Donc, je ils me veulent des forme beaucoup. formations de plusieurs jours, idéalement, à un public bien Le précis. max que j'ai donné, oui, alors oui, 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 tout à fait. Alors, pour être organisme de formation, il faut un public précis, non, parce que ça peut être des étudiants en licence ou des étudiants en master ou des étudiants en doctorat, je sais pas quoi. Ouais, je vois. En revanche, il faut que ce soit une action de formation soit destinée à un public précis, c'est-à-dire qu'un cours va être destiné à pas et 3 MSL, 2 du global et un je sais pas quoi, mais le parcours va être destiné à des licences et il y aura un parcours pour des masters et il y aura un parcours pour des doctorants. Donc il faut Ok. montrer, enfin voilà, le côté formation dans le sens académique du terme et pas ce qu'ils appellent des actions informatives, qui sont pas des formations mais de l'information, comme ce que je fais. Ok, je te remercie pour tes réponses. Gna gna gna. Alors, il y a quelqu'un qui a marqué qu'il avait des questions plus pour moi, donc c'est pas forcément le moment maintenant, mais j'avais laissé la On porte vous ouverte dans laissera mon petit parler tranquillement, questionnaire. tous les deux. Voilà, on fera ça en MP, en mail, on s'appelle. Voilà, je sais plus qui a mis ça, je n'ai pas le moyen de retrouver. Et alors, il y a quelqu'un qui a marqué juste CV entretien. Ben, on en a parlé un peu tout à l'heure, beaucoup de CV, beaucoup d'entretiens, mais finalement, le côté entrepreneuriat nous affranchit d'une certaine façon de passer par cette case-là. J'ai un truc à dire sur les CV. Alors justement, je t'en prie, réagis. Les CV, quand ils sont traités sur des grosses plateformes comme Worktoday ou les grosses plateformes des gros biopharma, faites pas des trucs avec des mises en page trop alambiquées. Le CV, il va être prélu par un algorithme et Mhm. l'algorithme, il déteste les boîtes de texte. D'accord, Donc pas voilà, de boîte de texte. pas de trucs, pas de mise en forme chelou, du texte brut, même si c'est du Arial taille 12, il s'en fiche, l'algo, il va juste aller extraire des mots-clés. Mhm. Donc attention à ce que vous écrivez et pas de mise en forme faite pour un humain. Ok, très bien, c'est noté. Je suis rassurée parce que, alors même si c'était moins bien expliqué dans mes modules coaching, ben justement pour les CV, j'encourage les gens à faire. Alors, joli, très bien, mais surtout simple, efficace et de virer des choses un peu trop bizarres. Et pour la petite parenthèse, j'ai un de mes clients en financement d'innovation qui travaille sur des algorithmes qui lisent des CV. Du coup, ça me donne un petit peu des idées de conseils à ce, à ce niveau-là.
Bref, alors s'il n'y a plus de questions au niveau du timing, on est au taquet, donc ce serait parfait. Cette dernière question, c'est maintenant ou jamais, et sinon on va arriver tout doucement vers la fin. Je suis désolée, toutes les bonnes choses se terminent. Mais, euh, mais écoute, moi j'ai hâte de te suivre sur ton kayak. Je crois que j'en ai fait une fois dans ma vie. C'était pas une expérience extraordinaire, mais je pense que je n'avais pas de force dans les bras. Mais j'avais fait ça sur le Gard, je crois, près du pont du Gard. Ouais, alors des fois c'est sur le kayak et puis des fois c'est sous le kayak parce que j'ai des kayaks de course en ligne où j'ai encore un peu du mal à rester dessus. D'accord, Donc alors je me suis pas retournée, mais on peut me suivre dessus et parfois dessous. Pour me suivre, c'est Parkinson-sur-Loire, donc il y a une page Facebook et il y a un micro-site qui s'appelle parkinsonsurloire.fr. Voilà. parkinsonsurloire.fr. Alors, bon, alors, on a une question qui a l'air d'être un gros morceau. Comment on passe de micro-entreprise à SAS? Des démarches en ligne qui prennent un quart d'heure. C'est pas difficile. Ah bon, bah, c'est passé un gros morceau. Faut, Micro-entreprise, c'est 5 minutes sur le site de l'URSSAF. Oh, ouais, j'exagère, allez, c'est 15 minutes parce qu'il faut le temps de lire le site. pour savoir bien quoi cocher. Et après, la SAS, c'est la même chose de façon administrative. En tout cas, après, il y a des formalités bancaires à faire par-dessus qui nécessitent d'avoir eu le retour de l'INSEE et tout ça. Mais en gros, c'est des démarches en ligne, ça se fait très bien. Si on est en thèse ou qu'on a fait une thèse ou n'importe qui aura fait quelque chose d'un petit peu où il faut s'investir, on est a priori tous capables de faire ça. Ok, Ouais, par très contre, il bien. faut le faire le plus tard possible. Alors, y Contrainte de a-t-il une chiffre d'affaires? contrainte de chiffre d'affaires? Oui, sur la micro. La micro, en conseil, donc quand on ne vend pas de produits physiques, on ne peut pas faire plus de 73 cas par an. Par grande chance pour moi, j'en suis loin. Du coup, si on dépasse le plafond des 73 000 balles par an, on est obligé de passer en société. La société, elle a pas mal d'inconvénients. Elle a des frais fixes, elle a des contraintes administratives, des contraintes comptables. Mhm. Donc, tant qu'on travaille tout seul et qu'on fait moins de 73 cas par an, il faut rester en micro. C'est vraiment la garantie de pouvoir fermer la boîte du jour au lendemain, de pouvoir. C'est un peu chiant pour se faire référencer comme fournisseur chez les biopharma. Ils n'aiment pas beaucoup les micros, Ouais, justement à cause de ça, de cette souplesse administrative qu'elles ont. En mais c'est revanche, c'est pas l'avantage qu'on infaisable. peut chercher. Et l'avantage, il y a plein d'avantages. La souplesse au niveau de la gestion, la souplesse au niveau de la comptabilité, voilà, et le fait que ce soit justement à tout moment transformable en une autre forme juridique. Ok, très bien. Henri, si tu as encore des questions à ce niveau-là, alors je t'invite à contacter Guillaume s'il est d'accord, mais je pense que oui. Oui, oui, tout à fait. Guillaume, si les personnes ont encore des questions à te poser, alors mis à part dans des commentaires de post LinkedIn, on peut te contacter sur LinkedIn, par Oui, mail, oui, par je crois qu'il y a même TikTok. mes coordonnées sur LinkedIn. Moi, je suis assez open, j'ai qu'un téléphone, hein, mon pro et mon perso, c'est le même. Ok, Et je crois que sur mon profil LinkedIn, quand on clique sur coordonnées, il doit y avoir tout ça. ok, Ouais, je donc crois que j'ai tout Guillaume affiché. Brachet sur LinkedIn, message où vous avez mail, bah oui, j'avais trouvé ton mail et numéro de téléphone en cliquant sur coordonnées. Ok, très bien. Alors il faut absolument clôturer, même si j'ai toujours énormément de mal, pour moi c'est plus difficile. Guillaume, je te remercie beaucoup. Je Merci me à toi. suis régalée à découvrir ton parcours, ton humour. Ce qu'on pourrait percevoir comme des faiblesses qui sont finalement des forces. C'est le genre de message que j'apprécie particulièrement. Euh, et je vous reviendrai quand la vidéo sera sortie, puisque c'est enregistré. Et si vous avez des questions, voilà, pour Guillaume ou pour moi-même, je suis toujours là. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Bonne suite. Tu reprends le kayak demain, Guillaume? Bah, je vais aller ramer un peu tout à l'heure. De toute façon, je pagaie Tout à un peu tous l'heure? les jours ces temps-ci. Ouais. Super. Mais la Mais bah, prochaine étape, c'est le 12, oui. ok, ok, super. Et Tiffany te dit félicitations, meilleure pour la suite. Je pense qu'on est tous derrière toi à t'encourager pour aller au bout de ces 700 kilomètres. Merci beaucoup. Très bonne journée, à bientôt. On va suivre tes aventures. Je vais retourner voir ton site. Et puis voilà, je Merci à raccroche tous et puis merci Delphine pour l'invitation. avec grand plaisir. Je suis contente qu'on l'ait enfin fait après toute cette attente. Je vais y arriver. À bientôt, bonne journée, bonne continuation tout le monde. Pour les gens en fin de thèse, tout ça en postdoc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'échanger, si c'est de l'écoute, des conseils, on est là. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir Guillaume, au revoir.